Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un genre que je n'ai je crois jamais fait sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de me poser et de papoter avec vous. Donc j'ai mon café glacé que je viens de me faire à l'instant et j'avais tout simplement envie de prendre le temps de parler avec vous d'un sujet que je trouvais assez intéressant. En fait c'est parti d'une réflexion que je me faisais l'autre jour sur la façon dont mon mode de consommation, mes habitudes de consommation ont évolué ces dernières années. Et je réfléchissais à ça et ça m'a permis en fait de me faire une sorte de petite introspection un peu de moi-même et de pourquoi à un moment donné j'étais vraiment une accro au shopping. Et voilà, qu'est-ce qui a changé ces dernières années, qu'est-ce qui a fait que voilà, j'ai changé complètement ma façon de voir ma consommation. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc évidemment c'est extrêmement personnel, c'est juste mon cas et entre guillemets mon histoire en tant que consommatrice et c'est pas du tout une vidéo qui est là pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, le bien, le mal, voilà, pas du tout, c'est tout simplement une réflexion que je me suis faite. En fait tout est parti je crois d'une réflexion que je me suis faite sur mon rapport au bien matériel et à l'argent parce que je me suis dit que ça trouvait sûrement son origine plus loin que je l'imaginais. Je viens d'une famille plutôt très modeste. Voilà, on n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais j'ai jamais non plus manqué de quoi que ce soit quand j'étais petite. J'avais un toit sur ma tête déjà, j'avais des vêtements neufs quand j'avais besoin, j'avais des biscuits au goûter, j'avais des cadeaux d'anniversaire à mon anniversaire, des jouets quand j'étais enfant, des livres, enfin voilà, j'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai toujours été consciente en fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, que l'argent c'était précieux, qu'il fallait y faire attention, que ça tombait pas du ciel et que tous les biens matériels qu'on obtenait grâce à l'argent qui était donc précieux, ils étaient également précieux et que c'était en quelque sorte voilà, une récompense, une sorte de sécurité. Et je me dis que peut-être dans cette situation où tu grandis dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent, tu te dis que tu dois entre guillemets atteindre un certain confort financier ou un certain statut social, je sais pas, où l'argent n'est pas un problème et où voilà, tu n'as pas ces soucis du quotidien. Par exemple, ma mère ne jette rien. Elle dit toujours ça peut servir, on sait jamais. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai énormément aussi, où à chaque fois je me dis mais en fait ça peut être utile un jour. Si jamais j'en ai besoin, ce serait trop bête de le racheter. Et du coup je pense que il y a ce truc d'accumuler des biens matériels et je me dis que peut-être ça montre un peu qu'on trouve une certaine sécurité en fait à travers les biens matériels et que du coup on les accumule parce qu'on se dit bah voilà, si jamais un jour j'en ai besoin, ben je serai pas je manquerai pas de ça en fait. C'est cette idée qui m'a lancée dans cette réflexion, on va dire, vraiment le rapport aux biens matériels et aux possessions matérielles qu'on peut avoir lorsqu'on grandit dans une famille qui a peut-être moins de moyens. Peut-être que ça impacte en fait notre façon de concevoir l'argent et les biens matériels, tout simplement parce qu'on se dit bah voilà, l'argent et les possessions matérielles égale bonheur, égale simplicité au quotidien. Et donc l'argent ne fait pas le bonheur, mais s'il y avait un petit peu plus d'argent, tu t'inquiéterais un petit peu moins pour les fins de mois et t'aurais quelques soucis en moins. C'est pas du tout pour faire la meuf ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense sincèrement que ça a vraiment impacté ma façon de consommer et mon rapport au bien matériel. Et j'y avais jamais vraiment pensé avant. Bref, on va passer au moment où tout a basculé et où je suis arrivée à la fac. Je suis passée de j'ai pas spécialement d'argent, je ne fais pas spécialement d'achat toute seule, à je suis plus ou moins indépendante financièrement de mes parents, et là je me suis lâchée. Donc en gros à la fac, j'étais boursière, donc voilà, j'avais un petit peu de sous de la bourse. Je travaillais tous les étés, donc je travaillais à peu près la moitié des vacances, comme ça j'avais des sous pour l'année, j'avais des sous de côté. Et ma grand-mère aussi m'aidait un petit peu tous les mois, elle me donnait un petit billet qui était bien pratique pour les courses. Et donc j'étais entre guillemets indépendante financièrement de mes parents puisque voilà, j'ai pu me payer tout ce dont j'avais besoin toute seule. Donc une fois en fait que j'avais
payer mon loyer de la cité universitaire et payer mes courses et mes autres frais qui étaient minimes à l'époque, j'avais encore un petit peu de sous en fait pour me faire plaisir et m'offrir quelques fringues ou sortir, aller boire des verres avec mes copines, mais je sortais très peu, j'allais pas du tout en boîte de nuit ou quoi que ce soit, donc déjà c'était un coût en moins qui est quand même souvent un coût que les étudiants ont. Donc évidemment j'avais pas un gros budget shopping parce que j'étais étudiante et je roulais pas du tout sur l'or, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert la magie d'eBay et du wholesale. Donc wholesale c'est en gros la notion de grossiste en fait, donc là en l'occurrence ce dont je vous parle c'est des vêtements fabriqués à très bas coût, des vêtements, accessoires, etc. Fabriqués à très bas coût avec des matériaux de très basse qualité et qui sont donc vendus vraiment pas cher du tout et aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve par exemple sur des sites comme Shein ou AliExpress, Wish, des choses comme ça. À l'époque, on le retrouvait déjà sur Shein, qui s'appelait Shein-Side à l'époque, mais au tout début, en tout cas moi, ce sur quoi j'achetais, c'était eBay US, parce qu'en fait c'était là qu'il y avait plein d'articles dans des styles qu'on ne trouvait pas forcément dans les boutiques à Angers à l'époque, du style ProMode, H&M, Pinky, des choses comme ça. Et c'est l'époque en fait où j'ai commencé à découvrir vraiment les blogs, les chaînes YouTube et où je voyais des blogueuses américaines qui s'habillaient avec le style de l'époque et c'était des choses qu'on trouvait pas forcément en magasin à Angers et donc j'ai découvert eBay et j'ai découvert toutes les merveilleuses choses qu'on pouvait acheter pour 3 $ et du coup j'ai vraiment... je me suis lâchée quoi, c'est une période où je commandais énormément de petits articles, donc des trucs qui coûtaient pas cher du tout, mais j'en commandais plein. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le Made in China parce que je trouve ça trop intéressant et j'aimerais presque faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, mais le souci c'est pas tant que ça soit des choses faites en Chine, le problème c'est que c'est des choses faites en Chine ou ailleurs en Asie, avec des matériaux très peu qualitatifs, avec une main d'œuvre qui est complètement exploitée, et voilà, donc des choses vraiment pas quali et que les gens ont surconsommé ces dernières années. Et c'est ça le vrai souci en fait de tout ce qui est fast fashion, wholesale et tous ces articles en fait vraiment pas quali du tout, qui sont en fait quasiment des choses jetables. Mais à l'époque, comme j'avais un tout petit budget et que je découvrais un peu cette liberté, je découvrais mon pouvoir d'achat en fait, et j'avais à disposition en fait des fringues à 1 €, à 2 €, des chaussures à 3 €. Évidemment, quand t'es jeune et que tu te rends pas compte de tout ce que ça implique derrière, parce qu'en plus à l'époque je pense qu'on en parlait vraiment très peu, en fait tu y vas parce que ça te semble un super bon plan. Et par exemple à l'époque je préférais 1000 fois avoir 50 articles à 1 € qu'une belle pièce à 50 €. J'aurais jamais investi là-dedans, bon déjà parce que j'avais pas le budget, évidemment si j'avais un budget illimité pour acheter que des belles pièces de qualité, de belles marques, etc. évidemment je l'aurais fait, mais c'était pas mon cas, j'avais pas de thunes, du coup évidemment je préférais avoir l'embarras du choix et avoir cette impression d'avoir, voilà, encore une fois beaucoup de choses, beaucoup de possessions matérielles, j'étais contente en fait de pouvoir m'acheter plein de choses, c'était vraiment une satisfaction énorme. Ça me faisait un plaisir incommensurable. Bonjour, c'est la Camille du montage. Je voulais juste apporter quelques petites précisions pendant cette vidéo, donc je vais faire quelques petites interventions, j'espère que ça ne gênera pas votre visionnage. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est qu'à ce moment-là, je suis un petit peu partie en vrille en fait, justement, cette mode un peu jetable à tout petit prix. Je pense que ça m'a un peu fait perdre la notion de la valeur des choses, tout simplement parce que c'était, comme je le disais, pas cher du tout. C'était vraiment super facile d'accès, en 2 clics c'était mis dans votre panier et en 2 clics vous l'achetiez. Donc je pense qu'à l'époque, le prix et la facilité d'achat c'était quelque chose auquel j'avais pas forcément été très confrontée auparavant, parce que quand on faisait un achat justement c'était un gros truc on va dire, et là le fait de pouvoir acheter un truc vraiment pas cher du tout en 2 clics, en fait ça change votre vision des choses et je pense que ça vous fait peut-être un petit peu acheter sans réfléchir, et c'est encore quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec la livraison gratuite, les retours gratuits, etc. C'est vraiment comme si l'acte d'acheter quelque chose n'avait plus d'importance, comme si c'était tellement facile qu'en fait vous le faites, vous y réfléchissez même pas. Le problème évidemment c'est que je ne portais pas la moitié des choses que j'achetais, alors soit parce que c'était pas quali du tout, soit tout simplement parce que j'achetais des choses qui n'étaient
pas du tout mon style. C'est assez drôle parce qu'avec le recul en fait je me rends compte que j'ai acheté des choses pour la personne que je voulais être, mais pas du tout pour la personne que j'étais. Donc en fait j'ai acheté plein de choses, par exemple de soirée, des choses très sophistiquées, des belles robes, des robes longues, des chaussures à très haut talon aiguille, donc voilà, des choses que je trouvais magnifiques mais que j'assumais pas du tout en fait de porter parce que j'étais en première année de fac et que j'avais aucun endroit, aucune occasion où m'habiller super chic comme ça. Quand je dis chic, je veux pas dire que j'avais bon goût, je veux juste dire que c'était des choses genre de soirée un peu habillée. Le bon goût n'était pas toujours nécessairement de mise, donc c'est pour ça que je mets vraiment des pincettes sur le terme chic. Donc c'était des choses qui étaient en fait beaucoup trop glamour pour mon style de vie. C'était des choses que j'assumais pas de porter à la fac, que j'assumais encore moins de porter dans la petite ville de mes parents, parce que j'habitais encore chez eux le week-end, donc tous les week-ends je revenais, et en fait je pense que j'avais encore cette image de moi qui était l'image d'une personne assez timide, qui n'assume pas trop d'être différente des autres, qui préfère être un peu effacée, avoir ce look un peu de blogueuse américaine que je voyais et que j'adorais et que je voulais vraiment avoir. En fait, je l'assumais pas du tout. Du coup, en fait, il y a plein de tenues que j'ai achetées, que j'ai portées pour faire des photos et j'étais trop heureuse et je me sentais vraiment trop stylée. Et en fait, je les portais pas du tout dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et je pense que j'avais l'impression que je pouvais être qui je voulais sur internet, donc sur mon blog, etc. J'essayais d'assumer qui je voulais être sur internet, mais dans la vraie vie j'assumais pas du tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai accumulé un nombre de fringues et d'accessoires et de chaussures que je ne portais pas, qui étaient là, qui ne me servaient entre guillemets à rien puisque je les mettais pas au quotidien et c'est quand même à ça que servent les vêtements de base. Et c'est pas uniquement les vêtements, c'était aussi le make-up, les accessoires, des babioles, des choses de décoration inutiles. Et en fait, je pense, de la terminale, première année de fac, donc je sais pas, 2010-2011, jusqu'à 2018, où j'ai commencé à un peu changer mes habitudes de consommation. Pendant ces années-là, j'étais en roue libre, donc c'était 7-8 ans de surconsommation au max. Et quand j'y pense, je vous jure que ça me fait quelque chose de me rendre compte de tout ce que j'ai acheté. Par exemple, un exemple hyper flagrant pour moi, c'est les soldes. Donc je sais pas si vous étiez comme ça, si vous êtes peut-être toujours comme ça, mais le matin, le jour des soldes, j'étais devant le Sephora par exemple, ou le H&M, et j'attendais l'ouverture pour être la première dans la boutique et potentiellement choper un vernis OPI à moins 50% ou un t-shirt à moins 70% chez Zara que je porterai 2 fois. Du coup on était un peu deg, genre voilà les OPI à 9 € quoi. Moi j'ai regardé toutes les vidéos des soldes de l'année dernière et toutes les filles elles avaient des OPI à 4 €, soldées à 70% et tout, et là soldées à je sais pas 30% ou 20%, enfin je suis genre... Enfin, si t'as pas envie d'acheter un OPI à 14 €, à 9 € t'auras pas forcément plus envie quoi. Et ce qui est vicieux en fait avec les soldes, en tout cas pour les personnes qui comme moi à l'époque sont un peu accro au shopping on va dire, c'est que vous avez envie d'acheter juste parce que c'est en réduction. C'est pas parce que vous voulez spécialement cet article, ce vêtement, ce produit de maquillage. C'est pas le produit que vous voulez en fait. Vous le voulez parce qu'il est soldé à moins 70% et que vous avez l'impression que du coup c'est une bonne affaire. Et c'est ça qui est horrible avec les soldes. Et en fait j'ai l'impression que juste parce que financièrement je pouvais me permettre d'acheter, et ben j'achetais. Ça me faisait plaisir, j'aimais acheter des choses, j'aimais sortir de la boutique avec mon sac et me dire oh là là, j'ai fait une trop bonne affaire, c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir acheté ça. Ça me procurait une véritable satisfaction et je pense que c'est en ce sens en fait qu'on dit parfois que le shopping c'est comme une drogue, et je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça très drôle et vraiment ridicule, mais je pense que quelque part ça peut être vrai pour certaines personnes parce que la dopamine en fait nous encourage à nous récompenser pour ces petites choses du quotidien qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et lorsque c'est le shopping, en fait notre cerveau il nous dit mais go, en fait t'étais tellement contente quand t'as acheté ce vernis à ongles, mais en fait la prochaine fois qu'il y a encore des soldes, mais go, ça va te rendre super heureuse. Et en fait rétrospectivement je trouve ça absolument incroyable, ce rapport que j'avais aux soldes et à la peur en fait de manquer une bonne opportunité, à la peur en fait de pas pouvoir acheter ce truc que je voulais acheter, dont j'avais évidemment pas besoin. Et je me souviens que si j'avais cours le matin des soldes par exemple, en fait j'avais l'impression
de vraiment manquer un événement majeur. Et ça me sidère en fait de me rendre compte que j'ai été comme ça, je trouve ça fou. Il y a tellement d'autres choses en fait dont on pourrait s'inquiéter dans la vie, d'autres choses tellement plus graves. Et à la fois, bon, je suis contente de pouvoir relativiser comme ça aujourd'hui et voilà, de pouvoir me dire j'ai été comme ça et c'est fini, mais je trouve ça mais aberrant quand même. C'est aussi à cette époque, donc pendant ma licence, mes premières années de fac, que j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats avec mon blog et ma chaîne YouTube. Donc à l'époque, c'était évidemment uniquement des sites de wholesale, donc des sites comme She Inside, comme Romwe, enfin des choses comme ça, de la qualité AliExpress quoi. Donc vraiment des choses voilà, très très cheap, très bas de gamme, pas cher, mais qui avaient toujours ce côté un peu tendance. En fait c'était des styles on va dire qu'on voyait sur les blogueuses que j'adorais à l'époque, par exemple qui mettaient les leggings Galaxy, des robes super courtes devant et très longues derrière, enfin je vais pas vous refaire le style de 2010, mais globalement vous voyez ce que je veux dire peut-être, sauf si vous êtes plus jeune et que vous voyez pas du tout de quoi je parle, auquel cas c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que c'était des fringues tendance, pas chères du tout. La qualité était pas nécessairement top, mais je pense que c'était pas vraiment ma priorité à l'époque. Et à l'époque, ça s'alignait parfaitement avec ma façon de consommer, ma façon de faire mon shopping. C'était vraiment ce genre de produit, moi que je m'achetais, pareil à 3 € sur eBay. Et moi j'étais ravie en fait, je trouvais ça génial et je trouvais que c'était une super opportunité de partager avec des gens qui, voilà, qui étaient comme moi et qui cherchaient aussi des fringues tendance à tout petit prix. Et ça c'est un peu un autre sujet, mais très brièvement, c'est vrai qu'en plus des fringues que j'ai pu m'acheter durant les 10 dernières années par exemple, j'ai aussi reçu en fait régulièrement des fringues par exemple ou des produits tout simplement de marques qui me les ont envoyés pour que je les découvre et que j'en parle si j'aimais bien. Et c'est vrai qu'à l'époque mes partenariats ils ressemblaient à ce que je consommais, donc c'était un peu, je veux pas être dénigrante envers qui que ce soit, mais c'était des produits de merde en fait. À l'époque j'en étais pas consciente, mais évidemment avec les années mes critères on va dire ont évolué, que ce soit pour les choses que je m'achetais ou les partenariats que j'acceptais. Mais il n'empêche que ça fait une quantité, encore une fois, de choses que j'ai accumulées pendant des années, ou en tout cas que j'ai reçues, que j'ai redonnées. Mais en tout cas, voilà, si je fais le calcul de tout ce que j'ai pu posséder à un moment... Et je pense que c'est ça le vrai problème de ce mode de consommation, que j'ai eu pendant des années et que heureusement je n'ai plus, c'est révolu, mais c'est quelque chose qui a été vrai à une époque. Et voilà, c'est le vrai problème de ce mode de consommation où en fait on achète énormément de choses qui sont de piètre qualité, qui sont faits avec des matériaux super synthétiques et donc super polluants. Donc non seulement c'est pas qualitatif, mais en plus une fois que vous n'en voulez plus, en fait c'est un déchet qui va mettre des années, des dizaines, des centaines d'années peut-être à disparaître parce que en fait c'est des matières synthétiques, c'est du plastique quoi si vous voulez. Ensuite c'est en quelque sorte de l'argent que j'ai dépensé pour rien, tout simplement parce que même si à l'époque j'étais très contente d'acheter ces choses, pour une majorité de ces choses, c'est des choses que je n'ai même jamais utilisées ou que j'ai très peu utilisées, mais en tout cas que j'aurais pu éviter d'acheter en fait, qui ne me servaient à rien, et j'aurais pu garder cet argent pour autre chose. Donc ça va parce que j'ai toujours réussi à économiser. Depuis la fac, je pense que j'ai toujours réussi à mettre un peu d'argent de côté tous les mois, donc heureusement maintenant un petit peu plus que quand j'étais étudiante, mais voilà, j'ai pas ce regret immense d'avoir dilapidé tout l'argent que j'avais quand j'étais plus jeune, donc ça va, mais mine de rien j'aurais pu économiser quand même beaucoup d'argent si j'avais pas acheté toutes ces conneries. Je me suis aussi créé une sorte de besoin de toujours avoir des nouvelles choses, de toujours acheter quelque chose de nouveau, et c'est très dur en fait je pense de sortir de ce cercle vicieux où on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a et on veut toujours plus. Et encore aujourd'hui, je sais que j'adore faire du shopping. J'adore m'acheter des nouvelles choses, et même si aujourd'hui je fais vraiment très attention à ce que j'achète, aux boutiques où j'achète, voilà, aux matières, à est-ce que je vais vraiment m'en servir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, je sais que lorsque je choisis d'acheter quelque chose après y avoir bien réfléchi, etc., et bien en fait je suis quand même particulièrement contente de le faire, ça me procure toujours une petite sensation de bonheur. Et je sais que c'est pas grave, mais je me dis que quand même quelque part, j'ai ce réflexe
J'ai ce truc qui fait que m'acheter quelque chose qui n'est pas nécessairement essentiel, comme par exemple payer ma facture EDF, ça me fait pas spécialement plaisir, m'acheter à manger, ça me procure pas un plaisir incommensurable non plus, mais par contre m'acheter un bouquet de fleurs ou une plante ou une fringue, ben, ça me fait un truc. Petite précision, je me suis rendu compte avec les années que même si le fait d'acheter des nouvelles choses, des nouveaux vêtements me procurait une sensation de satisfaction, c'était pas ça en fait qui faisait mon bonheur, c'est pas ça qui me rendait heureuse. Et voilà, que le bonheur ne passe pas uniquement par la possession de biens matériels, dans le fait de posséder beaucoup de choses. Avoir suffisamment de biens matériels pour répondre à nos besoins, c'est très cool. Ça signifie qu'on est dans une situation plutôt stable et rassurante, et je me sens très chanceuse et très reconnaissante d'être dans cette situation. Mais voilà, le vrai bonheur, ce qui nous rend vraiment heureux, je pense que c'est pas le fait de posséder beaucoup de choses, c'est vraiment les moments de vie en fait. Les relations qu'on a avec nos amis, avec notre famille, avec notre partenaire, enfin c'est tout ça qui rend vraiment heureux. Et je suis contente de m'en être rendu compte et je voulais juste le souligner au cas où ça ne transparaissait pas suffisamment dans la vidéo. Et un autre vrai problème pour moi dans cette façon que j'ai eu de consommer, c'est qu'étant blogueuse et youtubeuse, je sais que j'ai certainement à un moment donné poussé des gens à acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin, sans forcément... J'ai jamais vraiment été quelqu'un qui disait « Oh, vous devez absolument aller acheter ça, achetez-le, c'est incroyable ». J'ai jamais été ce genre de personne, mais peut-être qu'un jour j'ai fait un tuto maquillage où je disais « Ah, ce rouge à lèvres, il est trop beau, la couleur est vraiment canon, j'adore ». Et vraiment, j'ai jamais menti en disant que j'adorais quelque chose et c'était pas du tout le cas. Pour chaque chose que j'ai dit que j'adorais, ben, c'était vrai, je le trouvais vraiment chouette, mais ça veut pas dire que c'était quelque chose qui était indispensable à ma vie. Par exemple, peut-être que j'ai dit « Ah, le rouge à lèvres est trop beau », et c'était vrai, je le pensais, je le trouvais vraiment trop beau, mais en fait j'en avais 53 autres rouges à lèvres, et ce rouge à lèvres là, je l'ai peut-être utilisé 2 fois. Et parfois, je ressens le poids de la culpabilité d'avoir de près ou de loin participé à tout ce truc de surconsommation, et en plus d'avoir participé activement en incitant peut-être d'autres personnes à acheter ce genre de produits dont ils n'avaient pas besoin, qui étaient potentiellement une fringue en polyester, qui était super polluante, mais à l'époque je m'en rendais pas compte. Bref, des fois j'ai ce poids de la culpabilité et franchement c'est horrible. J'ai un exemple lunaire, mais j'étais une fan de produits Victoria's Secret. Je pense juste parce que c'était populaire à l'époque et que c'était stylé d'en avoir. Mais je pense que j'avais peut-être, je sais pas, 10 brumes parfumées et je sais pas, 5 ou 6 lotions pour le corps, alors que je les utilisais même pas tant que ça. Le fait de les posséder me rendait heureuse et je les gardais un petit peu pour une occasion spéciale, je sais pas, je les utilisais même pas au quotidien parce que c'était trop précieux. Et au final c'est des produits qu'on finit périmés parce que je les ai jamais utilisés et que 3-4 ans plus tard, j'en voulais plus en fait. J'étais là en mode ce temps est passé. Et à un moment, j'ai commencé à arrêter d'acheter pour acheter. J'ai pas vraiment eu de vrai déclic, de moment un peu de révélation. Ça a plutôt été progressif en fait. Tout d'abord, je pense que le fait d'habiter toute seule dans un petit appart à Paris, ça m'a fait me rendre compte que j'avais vraiment énormément de choses. Et dans un petit appart, il n'y a pas vraiment de place pour des choses superflues dont vous vous servez pas vraiment. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais énormément de vêtements par exemple que je mettais jamais. Et je me suis dit en fait c'est idiot, je suis étouffée par toutes ces choses autour de moi, ces choses que j'étais si contente de posséder, finalement là je les vois autour. Et j'ai l'impression que je croule sous les vêtements et vraiment ça je me suis dit c'est plus possible en fait. Donc depuis que je suis à Paris, depuis ma première année de master, c'est vrai que très régulièrement je fais un peu plus de tri dans mes affaires, tout simplement parce que je n'ai pas la place de tout stocker. Je pense que si j'avais eu la place de tout stocker, ça n'aurait pas été pareil. Donc quelque part je pense que le fait de vivre dans une petite surface a été un peu bénéfique quand même sur ce sujet-là pour moi. Donc je pense que petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fringues que je ne portais pas parce qu'elles ne correspondaient pas à mon style, parce que finalement elles n'étaient pas de super qualité, parce que j'avais acheté ça sur un coup de tête et que finalement je portais toujours la même chose. Et je me suis dit ah mais en fait ça c'est mon style. Donc j'ai commencé à mieux me connaître, à mieux connaître ma personnalité, à mieux savoir ce qui m'allait aussi.
Et du coup j'ai commencé à davantage investir, on va dire, dans des pièces que je savais que j'allais porter souvent. Par exemple, j'ai souvenir d'une robe The Couples que j'avais achetée 100 € quand j'étais du coup en master, et pour moi c'était énorme, j'avais vraiment l'impression d'avoir payé ça mais une blinde. Et finalement cette robe je l'ai énormément portée, je la porte toujours, je l'adore, c'est celle-ci, je vous la mettrai en photo parce qu'elle mérite. J'avais aussi acheté un pull Claudie Pierlot marinière parce que je savais qu'en fait j'adorais les pulls marinières. J'avais dû le payer peut-être 60 ou 70 € et pour moi pareil c'était énorme à l'époque. Mais en fait c'est un pull que j'ai énormément porté, et le fait de connaître un petit peu plus mon style, ça m'a permis petit à petit en fait d'investir un petit peu plus dans des pièces de bonne qualité. Donc c'était aussi un moment où à côté de mes études j'avais un petit boulot toute l'année, donc ça me permettait aussi d'avoir un petit peu plus d'argent à mettre de côté et à mettre dans mon budget shopping, ce qui fait que j'ai pu voilà me tourner on va dire vers des marques un petit peu plus quali, un petit peu plus haut de gamme on va dire. Et quand je dis haut de gamme, je veux pas dire vraiment haut de gamme, je veux juste dire haut de gamme par rapport à ce que j'achetais avant. Par exemple en maquillage ou en cosmétique, j'ai commencé à acheter davantage de choses chez MAC, chez Dior ou Chanel ou Marc Jacobs qui était très à la mode à l'époque. Mais tout simplement le fait d'avoir un petit peu plus de moyens, ça me permettait aussi d'acheter ces marques dont j'avais toujours rêvé mais que je pouvais pas du tout me permettre avant. Et là en fait ça a un petit peu changé la gamme on va dire dans laquelle j'achetais. Disons que j'achetais plus seulement des copies de marques qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. Par exemple pendant voilà, mes premières années de fac, j'ai eu plein de copies de sacs de luxe. J'ai eu le faux sac Alexander Wang avec les clous dessous, j'ai eu un faux sac Chanel, il n'y avait pas le logo mais c'était un sac matelassé en cuir, voilà exactement pareil. J'ai eu un faux sac, je sais plus si c'était Céline ou Givenchy, mais voilà, que j'adorais, que j'ai utilisé pendant des années, mais en fait c'était des copies pas chères, fabriquées dans des matières super synthétiques à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai un peu changé mes standards entre guillemets. Mes collaborations sont aussi devenues un petit peu plus intéressantes que juste des grossistes de très basse qualité. C'est là où j'ai commencé à avoir d'autres opportunités, par exemple avec Kate Lee qui est une marque de sacs parisienne. J'ai bossé avec CEA qui est pas du haut de gamme mais c'est une grande enseigne française ou européenne, je sais pas, mais en tout cas qui est reconnue, qui a des boutiques. J'ai bossé avec Jennifer, j'ai bossé avec Too Faced, avec Kat Von D, des marques un peu plus haut de gamme entre guillemets que ceux dont j'avais l'habitude. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait avant j'achetais un peu n'importe quoi. Donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête d'acheter n'importe quoi, qu'il fallait que je réfléchisse un petit peu plus, qu'il fallait que j'achète des choses que j'allais réellement porter, parce que si ça prenait de la place dans mon appart, bah, autant que ça prenne de la place mais que ça soit utile au quotidien, sinon franchement pas d'intérêt pour moi. Voilà, et que j'achète vraiment des choses qui me faisaient sentir belle au quotidien, confiante au quotidien et pas juste devant le miroir ou devant ma caméra. Je ressens le besoin de préciser un tout petit peu plus parce que j'ai l'impression que c'était pas super clair dans la vidéo, mais il y a eu une période qui a duré peut-être, je sais pas, 2-3 ans pendant laquelle j'essayais d'acheter chez des marques un petit peu plus quali, mais c'est encore ensuite qu'est venue ma réflexion sur la provenance de mes vêtements, sur qui les fabriquait, etc. Donc ça n'a pas du tout été quelque chose d'immédiat dès que j'ai arrêté de consommer des marques de wholesale et de eBay, etc. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à la façon dont les vêtements étaient produits. Je crois que c'était après avoir vu un reportage, je saurais plus lequel c'était, mais c'était un reportage dans lequel on montrait que les usines d'H&M dans un pays d'Asie dont je ne me souviens plus non plus, mais je suis certaine que c'était soit Bangladesh ou Pakistan à mon avis, parce que c'est deux des plus gros pays producteurs de textiles en Asie, et en fait ils montraient que les usines polluaient énormément les rivières autour des usines, dans les villages autour, et que les ouvriers qui travaillaient dans ces usines et les familles qui vivaient là étaient très malades à cause en fait de la pollution des eaux et de tous les pesticides et les produits chimiques qu'ils utilisaient. Et en fait je me suis rendu compte du désastre à la fois écologique et humain que représentaient des entreprises comme ça. Ce qui est très drôle, c'est que mon père m'avait déjà dit de boycotter H&M plusieurs années auparavant, au moment de l'effondrement du Rana Plaza. Et à l'époque, c'est pas que j'étais insensible à ça, c'est juste que
Je pense que je m'étais pas renseignée sur le sujet, il m'en avait parlé, moi je m'étais dit oh il est chiant, parce que tout simplement je voulais pas arrêter d'acheter dans une boutique que j'aimais bien. Mais c'est drôle parce que mon père il a toujours été à fond écologie. Je sais qu'au tout début, voilà, mes premières années de fac où je commandais comme une folle sur eBay, lui il était outré de voir tous les colis qui arrivaient chez mes parents pour que j'aille les récupérer le week-end du coup, mais vraiment il était effaré, je pense qu'il avait honte de moi. Il a jamais dit comme ça mais je pense qu'il était vraiment pas fier en tout cas. Et c'est vrai qu'avec le recul je me dis mais en fait il avait tellement raison, mon Dieu, il avait tellement raison mon papa. Bref, j'ai ouvert les yeux. Mi-2018, j'ai commencé à arrêter petit à petit d'acheter dans des boutiques de fast fashion où j'allais souvent comme à Zara, H&M, des choses comme ça. J'ai arrêté complètement de travailler avec, de faire des collaborations avec des marques comme Boohoo ou Pretty Little Thing ou Missguided, des choses comme ça. Des marques avec qui j'aimais bien bosser parce que pareil, ils proposaient des fringues tendance, pas extrêmement chères. Mais voilà, j'ai dit stop. Et fin 2018, j'ai décidé de prendre une bonne résolution pour janvier 2019 qui était de ne plus consommer chez des marques qui ne sont pas éco-responsables ou éthiques et vraiment de me renseigner à fond sur tout ce que j'achetais, sur voilà, toutes les marques en fait que j'allais soutenir grâce à mon achat et donc à mon argent. Au début j'étais vraiment très stricte avec moi-même, avec ma consommation. Je voulais vraiment tout de suite être parfaite, je voulais plus faire le moindre faux pas et je me mettais vraiment une pression énorme tout le temps, j'y pensais tout le temps, ça m'obsédait. Je me sentais aussi pas très légitime d'en parler, de parler d'éco-responsabilité et d'éthique dans la mode parce que j'avais... voilà, dans les années précédentes, j'avais soutenu ces énormes entreprises de mode qui étaient abominables et forcément, du coup, je me sentais pas très légitime. Et j'étais aussi très sensible par rapport aux remarques que je pouvais avoir parce que forcément, du fait d'essayer de parler de ces sujets, ça a apporté des nouvelles personnes qui s'intéressaient à ça, qui s'y connaissaient parfois pas. Et bref, tout ça pour dire que ça a apporté des nouvelles personnes sur ma chaîne, ces contenus-là. Et il y avait des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi ou qui peut-être qui savaient pas que j'étais vraiment en transition, que c'était, voilà, que je revenais de loin en fait. J'ai déjà eu des remarques par exemple sur un sac qui était en cuir, tannage végétal, et moi je trouvais ça trop bien déjà le tannage végétal parce que du coup c'est moins polluant que le tannage du cuir classique qui est hyper polluant. Et bref, cette personne me dit ah bah ouais mais c'est pas éco-responsable et c'est pas éthique parce que tu tues des animaux. Et en fait je comprends tout à fait le point, je nie pas que chacun a sa vision de la chose en fait et que chacun a ses priorités. Il y a des gens qui vont être 100% pour une mode végane, vraiment qui ne fait aucun mal à quelque être vivant, qui n'utilise aucune matière animale. Je le respecte complètement. Il y a des gens qui vont dire que ce qui est éco-responsable, ce qui est éthique, c'est uniquement ce qui est made in France, made in Europe. Il y a d'autres gens qui vont dire c'est uniquement ce qui est avec des matières naturelles. Et en fait, je pense que c'est toujours sujet à interprétation et c'est toujours, enfin, vous voyez toujours cette question de votre propre point de vue personnel. Je pense qu'il n'y a personne qui a tort ou personne qui a raison. Mais globalement en fait chacun voit la priorité la plus urgente selon lui, ce qui lui parle le plus. Et en fait c'est pas une raison pour toujours pointer du doigt ce qui va pas chez les gens qui essayent de faire des efforts. Et je sais qu'à cette période c'était ce qui me frustrait le plus, c'est que moi j'avais l'impression de faire un effort énorme qui est peut-être pas du tout un effort pour d'autres personnes et en fait qui est peut-être aussi juste le fait que j'ai fait de la merde pendant des années et c'est la moindre des choses d'essayer de ne plus faire de la merde, de mieux consommer, etc. Et en fait c'est juste que j'étais si frustrée parce que j'avais l'impression vraiment de prendre sur moi, de faire des efforts en fait pour devenir une meilleure personne. Et c'est vrai que j'étais très sensible aux remarques qui disaient ah ouais mais ça c'est pas bien, parce que j'étais là en mode oh mais les gars je galère déjà tellement franchement, genre laissez-moi genre avancer petit à petit quoi. Et je me souviens vraiment que les gens qui pointaient du doigt ce qui était imparfait dans ma consommation, ça me frustrait et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'allais pas plaire à tout le monde.
que l'essentiel en fait c'était moi d'être en paix avec ma façon de consommer et de savoir que je consommais de façon raisonnée et consciente. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense à peu près 6 mois ou 1 an après, j'ai commencé à relâcher un petit peu la pression, à me dire en fait tu fais déjà des efforts, c'est cool, t'as changé énormément de choses depuis quelques mois, quelques années, c'est cool. Quand je revois celle que j'étais mes premières années de fac, je me dis franchement le chemin parcouru il est bien, faut pas s'arrêter là, mais franchement déjà sois rassuré que t'as déjà fait un pas dans la bonne direction. Tout le monde ne peut pas consommer des marques éco-responsables et éthiques. Ça serait merveilleux si c'était le cas, malheureusement c'est pas le cas. Il y a des gens qui n'ont pas le budget pour acheter chez des marques respectueuses comme ça, tout simplement parce que ça a un coût, parce que il faut se rappeler la valeur des choses. Un t-shirt que vous allez porter, je sais pas, 50, 60, 100 fois, ça peut pas avoir le prix d'une baguette ou d'un café. Ça peut pas coûter 1 € parce que vous calculez, il y a le tissu, il y a la main d'œuvre pour le coudre, il y a le transport, il y a la marge que la marque va se faire, parce que forcément quelqu'un qui le vend, il va forcément se faire une marge à un moment. Mais en fait, si ça coûte 1 €, combien la personne qui a fabriqué le t-shirt, qui a ramassé le coton, combien elle est payée cette personne? Bref, c'est important de connaître la valeur des choses et les choses ont forcément un coût et des choses faites de façon respectueuse avec des bons matériaux éco-responsables et qui ne polluent pas et qui ne sont pas dangereux pour notre santé, forcément ça a un coût. Ce coût, tout le monde ne peut pas le payer. Si la fin de mois s'annonce compliquée et que vous avez besoin d'un nouveau pantalon, bah évidemment vous allez aller acheter un pantalon à 8 € chez Pimki, chez Etam ou chez Boohoo, et pas un pantalon à 70 € en coton bio qui est un investissement, et qui, même si c'est un investissement et que ça va peut-être être plus quali et durer plus longtemps, être plus confortable, etc., bah en fait c'est juste le coût de sortir 8 € versus sortir 70 €, et bah des fois c'est pas possible de sortir 70 €, et voilà, en fait je pense qu'il faut être conscient que la mode éco-responsable et éthique, c'est pas du tout à la portée de tous. Et en fait, je trouve que le vrai problème, ça va pas être une personne qui va acheter 2-3 articles tous les ans dans une boutique qui est pas forcément super respectueuse, mais qui va porter ces 2-3 articles toute l'année, il va vraiment les rentabiliser. Le vrai problème pour moi, c'est les gens qui vont surconsommer, qui vont acheter plein de choses dont ils n'ont pas besoin, comme c'était mon cas il y a une époque. Et quand on parle de surconsommation de fast fashion, évidemment on pense tout de suite à AliExpress, à Boohoo, à Shein, à Pretty Little Thing, des choses comme ça, mais c'est un peu plus insidieux que ça, c'est un peu plus subtil. En fait, il y a aussi des marques tout simplement auxquelles on pense pas toujours, qu'on qualifie pas forcément de fast fashion. Bon, il y a évidemment Zara, H&M, etc., auxquelles on pense toujours pour le coup, mais il y a aussi toutes les marques en fait qui fabriquent des vêtements de qualité médiocre ou moyenne, on va dire, qui fabriquent avec des matériaux synthétiques à très bas coût, qui fabriquent en Asie dans des usines où la main d'œuvre n'a quasiment pas de droit du travail, ou en tout cas c'est pas très contrôlé, et qui derrière ramènent ça en France et qui te vendent ça cher en te faisant croire que c'est quali. Et je veux pas nommer des marques juste pour les pointer du doigt et dire ah regardez ce qu'ils font, c'est nul. C'est pas du tout le cas. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut être conscient des produits qu'elles vendent. Et par exemple des Pimki, des Etam, des Oysho, Stradivarius, Promode, des marques comme ça en fait, c'est des marques qui se font énormément de marge sur des produits du coup en matière synthétique fabriqués en Asie, qu'ils ramènent ici, qu'ils vendent 45 € le pantalon, alors qu'en réalité en fait le truc leur a coûté 5 € à produire, ils gonflent les prix toute l'année et pendant les soldes ils peuvent se permettre de le mettre à moins 70% pour que vous ayez l'impression de faire une super bonne affaire, mais en fait depuis le début ça a coûté 5 € à produire. Et ça c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler plus en détail dans une autre vidéo à part, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais je trouve ça très très intéressant. Et en fait je trouve qu'on pense souvent à des marques du style, voilà, des marques vraiment digitales, type Shein, Boohoo, etc. Quand on parle de fast fashion, en fait on se rend pas compte qu'il y a un peu le même problème chez des marques, des grandes enseignes qu'on connaît tous, qui ne sont pas
on va dire, de la fast fashion au même titre que ces marques de wholesale où vous retrouvez partout les mêmes produits. Voilà, c'est vraiment des trucs basse qualité. Mais en fait là, peut-être que c'est un peu la gamme au-dessus entre guillemets si vous voulez. Mais le problème reste le même. À ce prix-là, en fait, y a quelqu'un qui a été lésé sur la chaîne de production, c'est pas possible. Et je trouve qu'on s'en rend pas forcément compte. Et voilà, je voulais le souligner, c'est tout. Et évidemment, je ne veux pas du tout faire culpabiliser qui que ce soit. Demain, s'il y a quelque chose que je trouve magnifique et dont j'ai l'utilité chez, je sais pas, H&M par exemple, d'abord j'irai voir si c'est dispo sur Vinted, mais si ça l'est pas, est-ce que si je veux acheter cette chose chez H&M, je dois absolument me flageller parce que c'est un acte abominable? Je ne sais pas. Franchement, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de souplesse. Il faut toujours faire attention à ce qu'on achète, toujours acheter en conscience. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est en fait juste d'être conscient de ce qu'on achète. Du coup, pour ma part, ça fait que je n'achète plus chez ces marques. Mais en fait, en sachant qu'on achète un truc qu'on va vraiment utiliser, je veux dire, je pense que voilà, il faut arrêter de culpabiliser tout le temps, de se flageller à la moindre erreur. Je trouve que le problème, il est plus général, c'est à une plus grande échelle que nous, un achat qu'on va faire un jour dans une enseigne pas très respectueuse. Tout ça pour dire que si vous faites partie des gens qui ont la possibilité de faire des choix lorsqu'ils achètent quelque chose, qui ont la possibilité de choisir d'acheter de seconde main plutôt que du neuf, qui ont la possibilité de choisir d'acheter d'une marque éco-responsable et éthique plutôt que chez une grande enseigne ou une marque de fast fashion, quelque chose comme ça, parce que vous avez les moyens. En fait, c'est très cool de pouvoir y réfléchir et de se rendre compte que chaque achat qu'on fait, il a un poids. Et en fait, chaque fois qu'on achète quelque chose, en fait, on donne de l'argent à une entreprise et donc on la soutient, on la nourrit, on la fait grandir. Et je pense juste que c'est important d'être conscient en fait de ça et de savoir que consommer en quelque sorte, c'est choisir. Donc voilà, je pense que je devrais arrêter ce très long monologue ici parce que j'ai énormément parlé. J'ai fini mon café et j'ai la gorge sèche. Mais voilà, j'espère que vous avez trouvé ça un petit peu intéressant. J'aimerais faire plus de vidéos, pas forcément dans ce format, parce que même si je trouve ça très intéressant de pouvoir papoter, on va dire comme ça, monologuer comme ça, j'aimerais bien faire d'autres formats de vidéos, un peu plus sur des choses plus factuelles et pas nécessairement sur moi, ma réflexion par rapport à ma consommation personnelle, parce qu'au final ma consommation personnelle ne concerne que moi et je ne sais pas si voilà, s'il y a d'autres personnes dans mon cas. Je pense quand même que si. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est le cas, si vous aussi vous avez changé votre façon de consommer dans les dernières années, si vous étiez aussi quelqu'un qui était un peu accro au shopping, si ça a changé ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que c'est le cas. Si c'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi, je comprendrai. Mais s'il vous plaît, soyez poli et sympa. C'est toujours plus sympa de pas servir de punching ball dans les commentaires. Et je terminerai en répétant que le plus important c'est de faire de son mieux, d'être en paix avec ses choix et voilà. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé à la fin, franchement, bravo parce que je pense qu'elle va être très longue. Je n'ai pas encore monté la vidéo, mais je sens déjà que ça va être long. Et bref, j'arrête de parler. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et je vous embrasse. Ciao!